les femmes, on a envie de raconter des histoires. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. Et j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le mercredi 7 janvier 2009 ? Pour ma part, et je n'ai aucune honte à le dire, je faisais la queue au cinéma avec mes copines dès la sortie des cours pour aller voir l'adaptation d'un livre qu'on se filait sous le manteau à propos d'une bourgade pluvieuse et de vampires sexy recouverts de sequins. Je dis filer sous le manteau, mais en réalité, le succès de Twilight n'était plus un secret pour personne, puisque la saga de Stephenie Meyer, la mormone la plus célèbre de la littérature, s'est vendue à 1,7 million d'exemplaires en France seulement, et 42 millions dans le monde. Une popularité acquise par le bouche à oreille et par les communautés de fans sur Internet, dont Twilight a été un des premiers prototypes. Pour Hollywood, c'était donc une évidence. Acheter les droits d'adaptation, trouver 2 stars en herbe, Kristen Stewart et Robert Pattinson, et une réalisatrice, Catherine Hardwicke, et la machine était lancée, dirais-je même, l'histoire avec un grand H était en marche. Twilight Fascination sort en salle en 2009 et devient un phénomène mondial, en même temps qu'une immense source de moquerie. Et c'est là son grand paradoxe. Car Twilight fait partie de ces films qu'on a adoré détester avant d'être réinvestis depuis quelques années comme objet culte et nanardesque par toute une génération de millennials. Vaste sujet donc, 20 ans après la publication du premier livre et près de 15 ans après la sortie du premier film, que peut-on encore dire sur ce film analysé à toutes les sauces, décortiqué, moqué ou adulé par toute une génération ? Édouard est-il le manipulateur narcissique qu'on nous a brandi pour démoniser les films ? Bella se résume-t-elle à une demoiselle en détresse dépressive qui se jette dans la gueule du loup ? Et surtout, combien a coûté le budget maquillage du film ? Je suis Mariana Agier et pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore dans le podcast Sorociné, je me suis entourée de ma fine équipe de vampires féministes, Alicia Arpaia. Salut. Lisa Durand. Coucou. Et Victoria Fabi. Hello. Et pour honorer ce film culte, les filles, j'ai une première question pour vous pour commencer. Quelle est votre réplique préférée du film ? Alicia, je te laisse commencer. Et si je n'étais pas le héros, si j'étais le méchant? Je le fais avec l'intonation et en VF parce que voilà, quand même la VF dans mon cœur, même si j'adore la voix aussi de Robert Pattinson. On honore donc la VF, parfait. Lisa, c'est à toi. Tu es magnifique. Magnifique. Ce que tu vois, c'est la peau d'un tueur, Bella. Parce que la VF est pépite, comme le disait Alicia. Un grand classique, donc This is the skin of a killer, Bella. Victoria, je te laisse la parole. Toi et ton odeur sont comme une drogue pour moi. C'est comme si tu étais ma propre marque d'héroïne. So dramatic. Et toi, Mariana ? Et moi, ma réplique préférée, c'était sans aucun doute, je vais la faire en anglais, So the lion fell in love with the lamb, donc en français. Donc le lion est tombé amoureux de l'agneau. C'est Édouard qui dit ça à Bella, et Bella qui répond quel agneau stupide, et Édouard qui répond quel stupide lion masochiste. Voilà. Sublime encore une fois et tellement émo, mais... Il paraît que des gens se sont fait tatouer cette phrase. C'est ce qu'il dit dans le making-of en tout cas, de Twilight. Et ce n'est pas moi. Bon, on aurait pu en choisir beaucoup d'autres, hein. C'est oui, quand même... Et par ailleurs, je voulais aussi du coup citer Léon Catan qui n'a pas pu être avec nous ce soir malheureusement, mais qui avait choisi la réplique. Est-ce qu'elle est même italienne ? Elle s'appelle Bella. Voilà. J'adore. You're impossibly fast and strong. You gotta give me some answers. I'd rather hear your theories. I have considered radioactive spiders and kryptonite. It's all superhero stuff, right? What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? I know what you are. Your skin is pale white and ice cold. You don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. This isn't real. This kind of stuff just doesn't exist. Does in my world. Après ce premier tour de table qui fait honneur à ce film, on va s'attaquer au vif du sujet. Et pour ça, je voulais vous poser encore une fois une question un peu sur votre rapport personnel à ce film, mais un peu plus en profondeur cette fois que juste citer les répliques. Je l'ai dit en introduction, on est passé par tout un tas de phases sur Twilight, entre l'amour, la haine et la revalorisation comme film plus culte. Vous, quel a été votre rapport à ce film ? Parce qu'on est tous dans une génération où on a été adolescente ou en fin d'adolescence quand on a découvert les livres et les films. Donc, qu'est-ce que vous avez nourri, vous, comme histoire par rapport à ce film ?
Lisa, je te laisse commencer. Comme tu le disais dans ton intro, moi le 7 janvier 2009, je m'en souviens très bien parce que j'ai grandi à Marseille et le 7 janvier 2009, il a neigé. Donc du coup, le cinéma était fermé et moi qui me faisais une joie avec mes copines, on était 3-4 hyper fans de la saga littéraire, d'aller au cinéma. On y a dû y aller le jeudi ou le vendredi parce que il neige jamais à Marseille, donc dès qu'il neige un tout petit peu, c'est le chaos dans la ville, tout est à l'arrêt, en tout cas à cette époque-là. Donc j'en ai des souvenirs très vifs. J'ai d'abord été hyper fan des bouquins, j'adore le premier film, le troisième aussi, vraiment no shade, sans ironie et tout. En plus, il y a Kristen Stewart et Robert Pattinson qui étaient genre mes deux crushs quand j'étais ado et persistants, on va dire, pour le coup. Puis comme tout le monde, je crois que j'ai commencé un peu à me désintéresser de la franchise au sortir du lycée, quoi, quand le dernier film sortait. Le dernier film, je l'ai même pas vu en salle, je l'ai vu à la télé, je crois. Mais c'est un vrai souvenir d'adolescence et un vrai bon souvenir, même s'il a été très moqué, on disait que c'était girly Twilight, et on se moquait de la représentation des vampires qu'on nous offrait. Mais voilà, je sais pas vous quel rapport vous avez avec ça, Alicia peut-être. Moi c'est un peu pareil, c'est vraiment une pierre angulaire de mon adolescence, je pense. Je me suis vraiment construite quand j'étais au collège avec Twilight, c'était un échappatoire pour moi. Et je me souviens très bien, pareil, alors moi c'était une semaine avant la sortie officielle, il y avait une petite avant-première et j'étais avant le 7 janvier. Avant le 7 janvier, donc 7 jours avant, le 1er janvier ou le 31 décembre. Et je me souviens très bien avoir fait la queue devant la salle 1 heure avant, alors que ça n'avait aucun sens de faire la queue au cinéma 1 heure avant, dans une petite salle de province. Donc, mais j'ai vraiment ce souvenir-là très fort. Et voilà, moi j'étais très fan des livres. La première fois que j'ai entendu parler de Twilight, j'ai aussi un souvenir très vif aussi. C'est une amie qui arrive, donc on est en 5e, on a 12 ans et demi, et elle arrive et elle me dit le matin, je suis amoureuse. De qui ? D'un vampire. Ok. J'ai vraiment cette image en tête et je me dis, elle est folle. Je lis le livre la semaine d'après, je comprends. Et donc c'est le début d'une obsession. Donc j'ai vu le premier film en boucle du cinéma, La mauvaise copie pirate. C'est pareil que toi, premiers émois adolescents devant Robert Pattinson, et pareil, ça ne bouge pas. Robert, si tu écoutes, je suis là. Kristen aussi. Et après, progressivement, c'est vrai que tout s'est un petit peu écroulé, notamment à la lecture du 4e livre, où vraiment c'est là où je me suis rendu compte que Stephenie Meyer était une réac anti-avortement. Donc ça a été un peu la désillusion sur les films également, parce que voilà, on a perdu un peu la qualité, le charme du premier volet qu'on va analyser. Mais je me battrai vraiment jusqu'au bout et jusqu'à la mort pour dire que le premier film est un chef-d'œuvre. Voilà. Je l'ai jamais renié. Je n'entends que la vérité dans les paroles d'Alicia. Victoria, est-ce que pour toi aussi le premier film est un chef-d'œuvre ? Je vais vous rejoindre sur ça. Il va pas avoir beaucoup de débats parce que, comme vous, aussi il va y en avoir, t'inquiète pas. J'ai eu un rapport obsessionnel avec le film. Je pense que j'ai dû le voir une 30aine de fois dans ma préadolescence, et principalement pour Edward Cullen. Ma famille en est témoin. Et aujourd'hui, je trouve que le film, il a vraiment réussi à créer un univers fort par sa colorimétrie, les scènes et les musiques cultes, la forêt fumeuse de brouillard, le jeu des actrices aussi qui est vraiment caractéristique. Bien sûr, je reste critique parce qu'il y a des biais misogynes, mais je te rejoins sur le fait que le premier est le moins problématique de la saga. Et de toute façon, plus généralement, je trouve que la figure des vampires, elle est vraiment passionnante et riche dans tous les sous-textes philosophiques possibles, que ce soit sur le désir ou même sur l'emprise. Et toi, du coup, Mariana ? Et pour ma part, comme vous, de toute façon, je l'ai dit en intro, mais pareil, ma relation à Twilight a suivi cette trajectoire assez classique d'adoration, de détestation et de revalorisation. Pareil, j'ai été très passionnée par les premiers livres et en fait, je regardais beaucoup les blogs sur Internet autour du film au moment où l'annonce du film était arrivée, donc j'avais tout suivi, les annonces de casting, les annonces de quelle allait être la fameuse chanson qui allait être la berceuse de Bella que lui compose Edward pour le film. Tous les choix successifs des producteurs, etc. Donc autant dire que j'attendais beaucoup le film que j'ai vu, et c'est un peu mon petit dossier sur le film, mais je pense que je l'ai vu 7 fois au cinéma. Donc je pense que j'avais financé une partie du CNC. Je pense que tu as le record parmi nous 4 là. Donc voilà, grosse obsession. Pareil, Robert Pattinson, Kristen Stewart. Enfin, je suis passée par toutes les adorations que vous décrivez là. Puis un rejet assez frontal, je pense, à partir du moment où le 3e film était sorti. Tout d'un coup, j'ai switché, j'ai fait un 180 en mode en fait c'est complètement nul, c'est éclaté, l'histoire est naze, les acteurs jouent mal, mais aussi parce que on était vraiment, et on va s'attarder là-dessus, mais sur cette période d'énormes backlash qu'a subi le film et qu'ont subi aussi les acteurs, sur le fait que c'était un peu de la sous-romance, du sous-cinéma, tout quoi.
Et pareil, depuis quelques années, je suis aussi trop contente en fait de voir que le film est énormément remis en avant pour son côté un peu culte et en même temps un peu nanardesque. Mais du coup, moi, je suis aussi revenue de cette période de rejet et je suis beaucoup plus dans ce truc où j'adore revoir les films parce que je me revois ado en train d'adorer les films. Et du coup, il y a aussi un truc où j'aime bien revoir les films en tant qu'objet culte, mais aussi en tant qu'objet que j'adorais à cette période-là. Et du coup, il y a un truc un peu de me réconcilier avec ma moi adolescente aussi, qui a beaucoup rejeté par la suite ce qu'elle aimait à son âge. Donc, Faire plaisir à son ado intérieur, c'est très important, je trouve. Ouais, et ce film-là, c'est exactement la sensation, je trouve, qu'il procure. You're beautiful. Beautiful. This is the skin of a killer, Bella. Alors, si vous n'avez jamais vu Twilight, déjà comment osez-vous ? Pour vous résumer rapidement, faire un petit rappel de l'histoire, on y suit les aventures de Bella, donc une adolescente, entre gros guillemets, comme les autres. Je mets des gros guillemets parce qu'elle est évidemment campée par Kristen Stewart, qui n'est pas du tout une femme comme les autres, qui emménage donc chez son père dans la ville pluvieuse de Forks et qui va faire la connaissance du très séduisant Edward Cullen, un camarade de classe mystérieux, à la peau glaciale et au teint blafard. Va naître du coup entre les deux une relation de fascination, jusqu'à ce que Bella comprenne qu'Edward, comme tout le reste de sa famille, est un vampire, soit un dangereux prédateur qui meurt en vie de la dévorer, en même temps qu'il tombe éperdument amoureux d'elle. Il va y avoir aussi des side quests avec des méchants vampires, mais comme ça arrive aux 2/3 du film, tout le monde s'en fiche un petit peu. On en parlera évidemment, mais disons que le gros de l'histoire, c'est surtout cette fameuse histoire d'amour / désir dévorant entre les deux. Alicia, est-ce que tu peux nous parler de la production de ce film culte ? Oui, avant de parler du film, quelques mots quand même très rapidement sur le phénomène littéraire qui a été Twilight. T'en as un petit peu parlé dans l'introduction, mais c'est vrai que quand le premier livre paraît en 2005, c'est vraiment un moment où on a un public qui a été biberonné à Harry Potter, qui est maintenant préadolescent, qui lit énormément, et donc on a une littérature young adulte qui se développe énormément. Il y a Twilight qui en est un des fers de lance, mais il y a aussi Hunger Games par exemple, qui est aussi une autre saga qui a été adaptée au cinéma avec quasiment le même succès que Twilight. Donc la sortie de ce bouquin, elle intervient à un moment où vraiment il y a quelque chose qui se passe chez les adolescents qui sont fans de lecture. Et au-delà de ça, Twilight va aussi relancer toute une tendance autour de la figure du vampire adolescent. Et comme tout succès littéraire, Hollywood va se jeter sur les droits. Très très rapidement, en fait, Paramount acquiert même les droits du livre au moment de sa sortie en librairie, donc c'est vraiment très très précoce, via sa filiale MTV. Donc vous imaginez un peu l'idée Twilight x MTV. Donc oui, le scénario n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît de Twilight au cinéma. On est vraiment à fond dans les années 2000 là. Ah oui, parce que vraiment, pour vous donner une petite idée, Bella était une athlète hyper populaire. Voilà. De toute façon, Stéphanie Meyer avait détesté ce premier scénario, ça tombe à la poubelle. Mais il y a une productrice chez Paramount qui s'appelle Karen Rosenfeld, qui elle croit au potentiel de cette petite pépite vampirique, et elle va partir avec ce projet sous le bras, toquer à la porte de plusieurs studios, notamment Summit Entertainment, qui est la filiale indé de Lionsgate. Donc on est en 2006 et eux, ils adorent, ils se disent tout de suite, avec Twilight, on peut faire notre saga young adult. Vu que Harry Potter commence déjà à arriver à son terme, il faut trouver un peu un remplaçant pour les ados. Et donc, ils récupèrent les droits et Catherine Hardwicke rentre très vite dans l'équation. Et alors, pourquoi Catherine Hardwicke ? Qu'est-ce qu'elle incarnait à cette époque ? Catherine Hardwicke, c'est pas n'importe qui à l'époque, c'est vraiment une cinéaste un petit peu en vogue dans le cinéma indépendant américain. Elle a vraiment cette étiquette un petit peu Sundance. Il y a eu 2 films notamment qui ont fait pas mal parler, qui ont été de vrais succès critiques, que sont 13 avec Evan Rachel Wood et Nikki Reed, qui joue d'ailleurs dans Twilight et qui était co-scénariste avec Catherine Hardwicke de 13, qui est un film sur l'adolescence, et Les Seigneurs de Dogtown avec Emily Hirsch et Heath Ledger. À la base, on vient pas forcément la chercher pour Twilight, c'est juste que le studio a envie de bosser avec elle et il lui propose plusieurs projets, et c'est elle qui jette son dévolu sur cette histoire-là qu'elle ne connaissait pas. Elle va acheter le bouquin, elle va tomber amoureuse comme nous toutes d'Edward et Bella, et elle va vraiment s'impliquer énormément dans ce projet. On le voit d'ailleurs dans le making-of qu'il y a vraiment un engouement de sa part. Elle est hyper heureuse de travailler là-dessus. Le scénario va être écrit par Melissa Rosenberg, qui est une jeune scénariste pareil un peu en vogue. Elle vient de faire Sexy Dance, donc et c'est un scénario en fait
donc qui est signé Melissa Rosenberg, mais auquel Catherine Hardwicke participe aussi assez activement. Il y a beaucoup d'allers-retours entre elles, c'est ce qui a été dit en interview. Par exemple, l'idée des voix off, ça vient vraiment de Catherine Hardwicke parce que le roman de Stephenie Meyer est écrit à la première personne. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, on est vraiment dans la tête de Bella. Comment reproduire ça au cinéma ? La voix off, ça marche pas toujours, mais c'est vrai que là, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien sur le premier film. Et donc, ça match aussi avec Stephenie Meyer qui est hyper convaincue par ce scénario qui est très fidèle au livre, même si forcément il y a pas mal d'adaptations. Et donc pour l'instant tout va bien et reste à trouver donc les 2 acteurs qui vont incarner Bella et Edward. Kristen Stewart et Robert Pattinson donc. Et alors comment arrive-t-il ? Alors, Kristen Stewart, pour le coup, Catherine Hardwicke avait déjà flashé sur elle dans Into the Wild de Sean Penn. On en avait parlé sur notre épisode sur Chronology of Water. Où c'était effectivement l'acteur principal qui avait recommandé Kristen Stewart à Catherine Hardwicke. Ouais. Et donc, c'était assez évident. Donc, la partie facile. Pour Edward, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu une shortlist avec plusieurs comédiens, notamment celui qui joue Jasper. Voilà. Oh non C'est exactement la réaction que j'attendais. Oh, le c'est la peau d'un tueur, voilà. Quoi. Ah non mais terrible. Jackson Rathbone, quand même nommons-le. Dans cette shortlist, on avait aussi Ben Barnes qu'on verrait dans Le Prince Caspian. Et apparemment, il y avait même aussi Ian Somerhalder qui sera aussi un vampire plus tard dans Vampire Diaries. Donc voilà, plusieurs finalistes. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de spéculations à l'époque pour ceux qui ont connu ça sur Internet. Stephenie Meyer elle-même avait dit qu'elle avait son casting de rêve qui était composé de Henry Cavill et Henry Cavill avant Superman. Je précise, Henry Cavill n'était pas Superman à l'époque. Et Emily Browning, qui est jouée dans Les Orphelins Baudelaire, c'était le Dreamcast de Stephenie Meyer. Catherine Hardwicke, du coup, ne va pas suivre les recommandations de l'autrice. Et donc, il y a un Anglais qui arrive aussi dans l'équation, dans la shortlist d'Edward, et donc c'est Robert Pattinson. Et en fait, là, c'est un truc un petit peu étrange qui se passe, c'est-à-dire que pour les essais, elle fait venir Robert Pattinson chez elle, avec Kristen Stewart. Donc là, c'est le premier red flag de ce podcast, de cet épisode. Mais en gros, elle les a fait s'embrasser et jouer une scène un peu d'amour sur son propre lit. C'est elle qui le raconte en interview. Je me souviens de cette interview. Voilà. Et en fait, là, il se passe quelque chose d'incroyable, des étincelles, un coup de foudre. Kristen Stewart elle-même dit c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme ça que Robert Pattinson devient Edward Cullen, aux grandes dames de certaines fans dont je suis partie. Là, c'est un peu mon red flag aussi. J'étais en mode non, mais il est trop moche, il peut pas jouer Edward. Voilà. Mais surtout, il n'y avait pas de coordinatrice d'intimité à l'époque. C'est ça. Non, mais c'est vrai surtout. Que cette anecdote, elle est assez intéressante parce qu'elle montre bien qu'il y avait quand même dans le cinéma indépendant américain, en tout cas des méthodes et des manières de faire qui aujourd'hui seraient complètement... Mais même dans le cinéma de studio en soi, hein, c'est pas, ça me choque pas que ce type d'essai ait existé. Et c'était même glorifié du coup en interview, c'était un peu l'anecdote ultime, regardez, ils étaient déjà fous amoureux avant même que la caméra ne tourne. Donc d'ailleurs ils ont été en couple, hein, l'alchimie c'est vrai qu'elle est assez évidente. Donc voilà, donc Edward et Bella sont choisis et donc le tournage débute au printemps 2008, il dure assez peu de temps, 44 jours seulement à Portland dans l'Oregon. Le budget il est assez serré, c'est 37 millions de dollars, ce qui n'est pas grand chose et l'équipe se démène vraiment pour offrir un spectacle de qualité. On le voit dans le making of que pour les effets spéciaux, voilà, il n'y avait pas trop d'argent mais on sent qu'ils ont tout mis sur la scène de baseball, vraiment clairement. Beaucoup le tapis roulant. Incroyable. Le tapis roulant pour faire venir les vampires. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose, vraiment une sorte d'élan collectif et au final ça va fonctionner vu que le film va toucher les fans en plein cœur et va récolter au box-office 400 millions de dollars de recettes et 2,7 millions d'entrées rien qu'en France. Donc voilà, une machine à cash assez rentable et ça va s'emballer. Donc on va pas forcément développer sur cet épisode-là, mais voilà, du petit film indépendant avec une réalisatrice en vogue, des jeunes comédiens talentueux, ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus marketé et Twilight perdra peu à peu son âme. So the lion fell in love with the lamb. What a stupid lamb. Sick, masochistic lion. Oui, donc comme j'ai dit, dans cet épisode, on va se concentrer uniquement sur le premier film, l'idée étant évidemment de revenir peut-être pour de prochains épisodes sur les films suivants. Donc merci beaucoup Alicia pour ce résumé très détaillé. Je pense que là, toi, ado, te fait un petit check de là-bas. J'étais à fond quand j'ai fait mes recherches. Et du coup, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant au premier grand point de cet épisode qui est justement, on l'a beaucoup mentionné, mais ce backlash ou plutôt cette énorme source de moquerie aussi qui a beaucoup été Twilight depuis ses débuts. Enfin, on n'a pas attendu que la hype autour du premier film retombe
pour commencer à moquer que ce soit l'intrigue, la relation entre les deux personnages, le jeu des acteurs, la réalisation qui justement a beaucoup ce cachet très indé et très petit budget, quoi. Un rejet qui a beaucoup affecté Kristen Stewart et Robert Pattinson. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très analysé, justement, ce backlash qu'a subi la franchise et notamment le premier film qui est très différent effectivement des autres. Qu'est-ce qui explique pour vous la violence du rejet de Twilight, Lisa ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très misogyne dans ce rejet. Je pense que vous pourrez peut-être me rejoindre là-dessus. C'est qu'il y a, mais depuis des temps ancestraux, on adore se moquer des goûts de la jeunesse, mais particulièrement des adolescentes. Du moment où les adolescentes sont devenues comme ça un marqueur socio-économique, on s'est toujours moqué de leur goût parce que c'était girly, parce que c'était sucré, parce que c'était... entre gros guillemets, stupide, et on n'a fait que rabaisser les goûts des adolescentes et des femmes aussi, parce qu'on est aussi dans cette période où il y a une littérature comme ça qu'on appelle la chick lit, qui est littéralement de la littérature pour gonzesses, quoi. Avec des bouquins type Diable s'habille en Prada, Accro du shopping, ce des genre choses de ont choses. toujours existé aussi. Oui. Tu peux même remonter aux Arlequins, voilà. Mais donc on se moque totalement du goût et, si on va plus loin, du désir des femmes et des préadolescentes et des adolescentes. Et en plus, je trouve qu'à cette époque-là, il y a moins de franchises de ce calibre aujourd'hui, mais les médias en avaient mis 3 couches aussi sur le fait que tout le monde appelait ça l'hystérie Twilight. Et donc, on a toujours associé aussi l'hystérie à la féminité. Donc, il y avait comme ça quelque chose un petit peu de... c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Victoria. Je suis tout à fait d'accord, et j'avais vu une vidéo YouTube que je recommande parce qu'elle m'avait marqué sur ce sujet, qui s'appelle « Pourquoi tout le monde déteste les fangirls, hystérie, misogynie et pouvoir des fans » de Clara DFX, qui analyse exactement ce que tu décris. Donc oui, je te rejoins totalement. Oui, puis l'idée n'étant pas de dire que Twilight est un chef-d'œuvre absolu du cinéma ni de la littérature, mais en fait c'est aussi de dire qu'il y avait quand même une violence absolue et vraiment un acharnement aussi sur la manière de discréditer non seulement le film, mais du coup les goûts de ses spectatrices, spectatrices et surtout spectatrices. Il y a aussi l'idée de, évidemment, on en parlera, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais à mes yeux Twilight n'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu, parce qu'il y a évidemment plein de soucis du film. Mais mensonge. Mais il y a quand même des films et des livres bien pires par rapport à la proportion avec laquelle justement on est tombé dessus, qui auraient pu être affectés à des films qui pour moi valent vraiment beaucoup plus la peine d'être descendus que ce film-là, qui a quand même quelque chose d'assez inoffensif, quoi. Alicia ? Mais d'ailleurs, je me suis un peu replongée dans les critiques françaises, en tout cas de l'époque, que vous pouvez trouver sur Allociné. Le film n'avait pas une si mauvaise note. Il y avait quand même un accueil de la presse, en tout cas pour ce premier film, plutôt positif, même si c'est pas dithyrambique, mais il y avait quand même certains termes qui revenaient. J'ai noté par exemple les cahiers du cinéma qui ont parlé à l'époque d'un film pour midinette. J'étais là genre, qu'est-ce que c'est que ce terme ? Oui, le mot midinette a été prononcé dans une critique et elle était pour Twilight, ça fait mal. Et c'est vrai que le film était vraiment vendu aussi comme ça au niveau marketing, comme un teen movie pour les jeunes filles en fleurs, fans de Tokyo Hotel, qui avaient le même mépris d'ailleurs, tous ces groupes de rock là. On parlait aussi d'hystérie, on est à peu près à la même époque. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, même au niveau du marketing, on a fait totalement abstraction de la manière dont le film pouvait être reçu et apprécié par d'autres publics, notamment un public masculin, adolescent masculin, qui pouvait aussi, d'une certaine manière, pourquoi pas, s'identifier à Edward. Mais je pense que pas beaucoup de garçons de 13 ans ont vu Twilight au cinéma à l'époque. En tout cas, moi, dans ma salle, j'ai pas souvenir qu'il y avait beaucoup de garçons, c'était plutôt des filles. Ou même un public plus adulte aussi, parce qu'on a tous un adolescent intérieur. En fait, nous, on en a parlé tout à l'heure parce que ça nous touche personnellement, mais tout le monde a pu ressentir ces émotions-là. Et je trouve que c'est dommage d'avoir à ce point marketé le film, alors que c'est un film indépendant qui parle d'adolescence d'une manière, je trouve, extrêmement juste, même dans ses excès, en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, malheureusement, ça reste encore ces critiques un petit peu misogynes. Encore récemment, le film, il passe sur M6 en ce moment. Il y a la saga qui est rediffusée comme c'est régulier. Et il y a Télérama qui a ressorti un article. Alors, je sais pas s'il a été écrit pour l'occasion ou s'il est ressorti, mais rien que le titre, ça affichait un mépris affligeant. Et je trouve ça encore dommage qu'il y ait comme ça une sorte de nuage autour de Twilight qui serait de la sous-culture, alors que revoyez le premier film. Peut-être qu'on peut dire ça sur les autres, ce sera le sujet d'un autre podcast peut-être, mais vraiment revoyez le premier film parce que ce n'est pas du tout de la sous-culture ou de la sous-cinématographie, même s'il y a des défauts.
Oui, et puis même de manière générale, que ce film-là fasse partie puisse être qualifié de tel ou pas, n'est pas tant la question. Il y a aussi juste de manière générale le fait de considérer qu'il y a de la culture et de la sous-culture, et ce truc très classiste justement de considérer qu'il y a des sous-publics, de la même manière qu'il y a des sous-lectorats pour le genre de la romance. Je pense qu'on aura l'occasion de s'y attarder un peu plus tard aussi quand on parlera du type de romance que véhiculait Twilight, mais il y a aussi avec cette idée extrêmement méprisante de considérer que ces types de films ou ces types de livres-là qui ont quand même une audience qui explose, on parle aussi beaucoup aujourd'hui de la dark romance et de la new romance comme étant des genres qui explosent et qui ont un lectorat extrêmement répandu, mais qui n'est pas valable aux yeux de culture dominante. De toute façon, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent. Victoria ? Après, je trouve qu'il y a vraiment eu 2 vagues de rejets. Le premier rejet, donc c'était presque dès la sortie, c'était lors de la sortie de la saga, parce que voilà, comme vous l'avez dit, j'ai l'impression que quand des femmes font communauté de manière forte, ça effraie, donc il y a un besoin de discréditer le mouvement. Mais je trouve qu'il y a aussi une deuxième vague de rejet, c'était donc dû à MeToo, parce qu'il y a une déconstruction des codes hétéronormés patriarcaux, parce que comme tu le disais Mariana, on a d'abord adoré Twilight, puis notre conscience collective féministe s'est développée, et donc je pense que ce rejet était nécessaire un temps. Et en fait, parfois j'ai l'impression que les cinéphiles, ils ont tendance à vouloir surprotéger leur film fétiche, alors que je trouve que ce qui fait qu'un film est important, c'est sa capacité à traverser les questionnements à travers les différentes époques, et c'est le cas de Twilight. Et en fait, c'est ce qu'on disait avant, Twilight, aujourd'hui, ça reste un objet qui cristallise un peu notre Madeleine de Proust, et c'est pas pour rien. Moi, je crois vraiment que c'est un très bon film, et c'est aujourd'hui, on s'autorise aussi à le regarder au 3e degré, donc c'est-à-dire en ayant conscience que le film a ses limites, mais en s'autorisant à l'aimer pleinement. Et parmi les cibles de ce rejet, on a parlé donc de ces communautés de fans et de son public principalement féminin. Je voudrais qu'on s'attarde aussi sur l'autre cible du rejet, qui est le casting, et notamment Kristen Stewart au premier plan. Évidemment, Kristen Stewart et Robert Pattinson s'en sont pris un peu plein la figure au niveau de leur qualité de jeu et du fait qu'ils avaient un peu sous-investi ou surinvesti, ça dépend de quel angle on prend, mais je vais laisser vous en parler. Mais qu'on parle de l'un ou l'autre, on peut quand même pas nier que c'est quand même vraiment Kristen Stewart qui s'en est pris plein la figure en termes de remarques extrêmement misogynes à tous les plans sur son jeu d'acteur, sur le fait qu'il y avait un énorme problème de casting. Je vais pas du tout passer en revue les commentaires qui ont pu être faits parce que c'est pas le but ici, mais justement, qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui de cette prestation qui a été vraiment pour moi le premier lieu de toute la moquerie que s'est prise ce film. Mais moi je trouve ça marrant parce que je faisais partie des gens jusqu'à même assez récemment qui trouvait que Kristen Stewart ne jouait pas bien dans ce film. Pendant longtemps, je la méprisais avec mes copines. On disait « Oh là là, elle est nulle, elle a toujours la même tête, elle a toujours les mêmes expressions, la bouche ouverte, machin. » On se moquait d'elle, vraiment. Et là, moi-même, j'ai fait preuve de misogynie. Mais en revoyant le film aujourd'hui, je suis épatée par ce qu'elle propose, en fait. Et je pense que ce qui m'a troublée quand j'étais ado, et pendant longtemps, jusqu'à que je sorte de l'adolescence, c'est qu'en fait, elle propose un miroir hyper réaliste de l'adolescente qui est amoureuse, qui est un peu, qui est même totalement égocentrée, qui pense qu'à elle, qui pense qu'à ses émotions de manière très exacerbée, elle surréagit à tout, elle est très drama queen, et en même temps avec ce côté très fragile, ce côté un peu oh là là, je souffre, oh là là, personne ne me comprend. Et en fait, elle le fait mais tellement bien. Et je suis épatée par la manière dont elle a cerné ce personnage, qui sur le papier n'est pas évident à cerner, parce que c'est un peu une page blanche Bella, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les analyses de Twilight. C'est un personnage qui a été écrit par Stephenie Meyer pour que les adolescentes justement puissent s'y projeter, et Kristen Stewart arrive à garder ce côté-là un peu page blanche pour s'y projeter avec toute sa personnalité qui est quand même très forte. Elle arrive à faire quelque chose d'assez fou et qui vieillit très très bien. Mais je rejoins ton unpopular opinion, mais en vrai moi j'ai jamais trouvé qu'elle jouait mal, je crois. En fait, je pense aussi qu'il faut pas prendre Twilight comme un film naturaliste. Il est absolument pas naturaliste. Non mais d'où le côté camp. Non mais c'est vrai, il est absolument pas naturaliste dans les décors. Faut arrêter de prendre pour argent comptant ce qu'on voit dans les films, et principalement dans celui-là, oui. Et donc c'est logique que le jeu ne soit pas naturaliste. Et par exemple, moi qui fais du théâtre, je trouve ça super intéressant de revoir le film aujourd'hui et de voir
voir qu'ils ont vraiment investi une corporalité animale, donc qui n'est pas naturaliste, mais qui propose la création d'un univers qui est fort. Mais de toute façon, moi, je suis très fan de Kristen Stewart. J'ai fait une intro sur l'épisode qu'on a fait sur The Chronology of Water, donc Over My Dead Body, pas de moquerie sur elle. N'hésitez pas à réécouter l'épisode sur The Chronology of Water, vous écouterez du coup la lettre d'amour adressée de Lisa à Kristen. Voilà, c'est dit. Merci Mariana. Comme je l'ai dit, Kristen Stewart, elle propose juste une autre forme de jeu, qui est un jeu qui est un peu plus rentré. Son jeu marche par touche, mais tout ça tout au long de sa carrière. Et je comprends que quand Catherine Hardwicke, elle voit les peut-être 10 minutes où elle est dans Into the Wild, elle comprenne genre la force et la puissance possible de cette actrice-là, parce qu'elle est vraiment fulgurante dans Into the Wild pour le peu qu'elle y est en tout cas. Oui, puis c'est toi qui le disais d'ailleurs, Lisa, je crois que pour le coup son jeu à Kristen Stewart qui est très intérieur, il a aussi la particularité d'être connoté comme étant un jeu assez masculin, à l'inverse justement de ce qu'on projette sur les actrices qui ont un jeu très dramatique, très extériorisé, et elle c'est plutôt l'inverse, elle est beaucoup dans le je sais pas si refoulement est le terme, mais en tout cas de quelque chose de très intériorisé. Elle a un côté presque James Dean un peu, et elle a un côté presque, bon, James Dean en fait plus des caisses que Kristen Stewart, mais on pourrait dire dans cette idée du masculin un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis est vrai, Mariana, on reprocherait jamais ça à un homme. Et juste quelque chose, moi j'avais oublié, mais en lisant, le roman est quand même très très drôle. Enfin, en l'ayant lu, moi je trouve qu'ils se font des blagues tout le temps. Il y a un côté très exagéré, et donc du coup ce que rend Hardwicke dans son film est un peu à la ligne de ça, c'est mi-moody, un peu marrant les interactions qu'ils ont, très camp quoi. Et d'où effectivement on en reparlera de ce côté camp, mais aussi d'où les centaines et centaines de mimiques de Kristen Stewart qui ont été reprises à l'envi, et encore aujourd'hui si vous êtes sur Instagram et que vous vous intéressez un petit peu à Twilight, toutes les mimiques les plus connues de Kristen Stewart sont reprises et parodiées à l'envi, parce qu'elle a ce truc de justement d'un contraste assez particulier entre le fait d'avoir ce côté un peu précieux et en même temps très renfermé, et qui fait du coup quelque chose qui frise un petit peu parfois le ridicule. Mais en plus, je pense que c'est pas parce que le jeu de Bella nous met mal à l'aise qu'il est mauvais. C'est très pertinent qu'il soit gênant, parce que justement elle parle de l'adolescence, donc en tant qu'adulte c'est totalement normal qu'on soit gêné par cette adolescente qui est jouée très justement finalement, qui est un petit peu gênante par son exubérance, donc en fait je trouve que c'est au contraire très pertinent. Puis l'inattendu, parce que des fois elle a des mimiques aussi auxquelles on s'attend pas, enfin il y a beaucoup de choses vraiment très très juste, donc je sais pas comment Hardwicke l'a dirigé, quelle était leur dynamique, mais je pense qu'il y avait aussi une vraie chimie en fait entre l'autrice et la comédienne. Ça se sent qu'il y avait quelque chose aussi qui se passait à ce niveau-là, ce qui est moins le cas du coup avec Robert Pattinson, qui est un acteur que j'adore mais qui se bonifie avec le temps. Voilà, il était pas très 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 bon à l'époque quand même. Surtout dans ce film, je trouve qu'il y a vraiment, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a deux parties, c'est-à-dire que quand il est justement dans le côté un peu rentré, où il a envie de la bouffer, il ose pas l'aborder, où il joue le côté coincé, constipé comme certains le disent, la première scène où il se bouche le nez, et sur les 45 premières minutes du film c'est quand même rude quoi, et heureusement d'un coup il y a un switch en fait quand d'un coup il dit je suis un vampire. Là on a un nouveau Robert Pattinson qui d'un coup est hyper séduisant. Moi j'avoue mon premier émoi c'est quand il sort de la voiture avec les lunettes de soleil, mais la même scène. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment au cinéma, c'est pouf avec voilà. les raviolis aux champignons. Voilà. Oui. Moi c'est dans la cantine. J'ai trouvé hyper sexy dans on le voit pour la première fois. Ah bon? C'est un événement. Oui, c'est un événement, mais c'est ridicule. Ah si, il y a un truc qui est très charmant, peut-être c'est à ça que tu fais référence, c'est quand il rentre et qu'en fait il lit les pensées des gens et il a un petit regard un peu genre, il parle de moi. Ça oui. Ça c'est sexy. Ça c'est sexy. On va faire un jeu sexy ou pas sexy. Non mais ça sera pour la fin de l'épisode. Juste pour reparler, écoutez jusqu'au bout et on va faire pour parler de la scène du resto, qui je comprends Mariana, mais en plus pardon, il y a de la musique qui passe en fond sonore, elle est chantée par Robert Pattinson. Et c'est pas le seul moment, il y a aussi il est deux fois dans la BO. Merci merci Nicky Reed d'ailleurs qui écoutait la démo de Robert Pattinson et qui l'a filé à Catherine Hardwicke. Donc c'est vrai qu'on a cette première partie du film avant qu'il annonce à Bella qu'il est un vampire, où il a envie de la bouffer et Robert Pattinson ne le joue pas très bien, il est hyper constipé, c'est un peu loupé. D'ailleurs je crois qu'à l'époque la prod avait un peu engueulé Pattinson pour son jeu, on lui avait dit si tu continues comme ça t'es viré, et du coup il s'est un petit peu repris. Ouais, il y a vraiment une anecdote comme ça. Si vous voulez vraiment l'anecdote, il y a quelque chose, je crois que les producteurs lui ont donné le livre en lui disant regarde tous les moments où il sourit, où il est charmant, et lui il a
pris le livre et soi-disant il aurait souligné tous les moments où Edward est en dépression et en fait c'est quasiment tout le livre en disant bah voilà. Je sais pas si c'est vrai mais quel British boyfriend, c'est vraiment tellement punk, je l'aime encore plus, je suis désolée. De toute façon, Robert Pattinson c'est vraiment un mec qui aime le bizarre, qui aime les trucs punk et je pense que c'est pour ça qu'il a été sur Twilight parce qu'il a capté le côté camp, le côté bizarre de la chose. Et je pense que derrière, c'est pour ça c'était le premier à renier Twilight parce que c'est devenu un produit marketing et je pense que lui-même, il était totalement désintéressé du truc. Donc voilà, Pattinson, quand même plus mitigé que Stewart, ça, malheureusement, ça ne bouge pas non plus. Hello. I'm sorry I didn't get a chance to introduce myself last week. I'm Edward Cullen. You're Bella? Yes. Toujours est-il que nos deux petits babies, Robert Pattinson et Kristen Stewart, sont devenus aujourd'hui, on l'a beaucoup dit déjà dans des précédents podcasts, des enfants chéris d'Hollywood, mais aussi surtout du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur. En parallèle, dépréciation du film et, je l'ai dit depuis plusieurs années, réhabilitation aussi du film comme un film culte, avec cette trajectoire qu'ont beaucoup de films un peu qui ont été considérés à leur époque un peu comme des nanars, qui sont aujourd'hui considérés comme des films cultissimes, à la différence que, je pensais par exemple à des films, un des grands classiques quand on parle d'énormes nanars devenus un film culte, c'est Showgirls de Verhoeven ou The Rocky Horror Picture Show, qui sont des films qui ont fait des énormes fours et qui en fait sont devenus des films archi-cultes. La grande différence avec Twilight, c'est qu'on l'a dit, ça a été un carton absolu au moment où c'est sorti et ça a été pas si mal considéré en fait par la critique au moment où le film est sorti. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on revalorise beaucoup Twilight comme un film culte et aussi comme un film assez camp. On en avait parlé dans notre épisode de la fin de l'année dernière du style camp dans le cinéma comme étant ce style très hérité des esthétiques queer et notamment du drag show, tout ce qui est autour d'une esthétique très très outrancière, assez vulgaire, assez kitsch, qui fait un petit peu l'apologie du mauvais goût. Et Twilight peut être aujourd'hui vu comme un film étant réévalué comme un film camp. Qu'est-ce que vous en pensez, Alicia ? Je suis plutôt d'accord. De toute façon, dès le départ, c'est un film qui a été beaucoup parodié, mais quasi immédiatement après la sortie du premier film. Et même quand on le revoit aujourd'hui, c'est facile à parodier Twilight. On l'a dit tout à l'heure avec les mimiques des comédiens, mais avec des répliques, on en a cité pas mal tout à l'heure, c'est quand même des répliques purement camp. Et pour moi, en fait, c'est grâce à Catherine Hardwicke, qui est pour moi très consciente en fait de ça dans sa mise en scène, qui est sans cesse dans une surreprésentation des émotions adolescentes. On parlait tout à l'heure de la scène de la rencontre au cours de sciences où Edward se bouche le nez parce que Bella passe devant un ventilateur, il y a du coup du vent qui arrive jusqu'à ses narines, il sent son odeur et là d'un coup c'est le drame. Et vraiment là on est c'est n'importe quoi. Pattinson se met la main devant la bouche, c'est ridicule. C'est hyper ridicule. Bella se sent les cheveux, se sent les aisselles, mais aussi dans un geste très ostentatoire quoi. Et donc ça pour moi c'est clairement du camp. Et la grande scène de camp du film, c'est aussi la scène de baseball qui répond pour moi totalement à la définition de ce qu'est le camp, qui est, je rappelle, de l'exagération, de la théâtralité et une ironie consciente. En fait, c'est vrai que utiliser le baseball, c'est quand même un sport populaire, et d'en faire le hobby des créatures qui sont censées être des sortes de demi-dieux, des êtres supérieurs aux mortels, c'est hyper ironique. Et puis tous les gestes, notamment Alice, Jasper, ils font vraiment les gestes au ralenti, ils en font des caisses, et c'est quelque chose qui a été très chorégraphié. On peut le voir dans le making-of du DVD, je sais pas si c'est disponible sur YouTube, mais vraiment, il y a eu beaucoup de répétitions. Au niveau des effets spéciaux, tout était très pensé par Catherine Hardwicke. Donc pour moi, c'est évident qu'il y avait cette volonté de faire un film bizarre, de faire un film camp qui montre un peu ce que c'est de manière exagérée, l'adolescence, les sentiments exacerbés, amoureux, hétéro-normés, puisqu'on est quand même là-dessus aussi, et c'est très cliché, et c'est ça qui est génial aussi, parce qu'on s'y reconnaît d'une certaine manière tellement ça va loin, quoi. Ouais, et des fois, il me semble, avec je crois que c'est venu après, mais parce que merci la fanfic, mais il y a eu des petits sous-textes aussi plutôt non hétéronormés sur les films et sur la franchise. Complètement, oui. Kristen Stewart l'a dit d'ailleurs assez récemment, elle-même étant devenue une icône queer très assumée, qu'elle aujourd'hui faisait aussi une relecture de Twilight comme un récit queer aussi, par ce truc un peu d'une parodie de l'hétérosexualité, quoi. Enfin, ce truc toujours très outrancier, des sentiments hyper exacerbés, de la sexualité interdite, ce genre de truc. Et de toute façon, je l'ai dit, et c'était déjà quelque chose qu'on avait beaucoup analysé dans notre épisode dédié, mais le style, ce côté camp, il est très hérité aussi de l'esthétique queer, justement, cette manière de mettre de l'ironie, de parodier tout le temps des codes très normés.
Donc, Oui, et d'être sur la performativité, comme l'entend en tout cas Susan Sontag quand elle parle de ce que c'est le camp, quoi. Victoria? Mais moi, je suis pas vraiment d'accord dans le sens où je pense en effet que Twilight peut être considéré comme camp parce que le film remplit certaines caractéristiques. Mais d'un autre côté, ça me questionne parce que j'ai parfois l'impression que le concept de camp, il peut être instrumentalisé, mais de manière très inconsciente, pour légitimer des films ou des œuvres qui ne sont pas valorisées selon la cinéphilie traditionnelle bourgeoise. Donc d'un côté, c'est intéressant parce que cette notion de camp, elle peut remettre en question cette cinéphilie, mais je trouve que c'est une grille de réception des films qui peut être très lissante et généralisante. D'ailleurs, c'était intéressant parce que c'était Andrew Bolton qui avait consacré une expo camp au Metropolitan Museum de New York. Et il avait dit, quand on commence à voir le monde à travers ce prisme, on a l'impression que tout est camp. Et en fait, ce qui me pose question, c'est que j'ai l'impression que parfois ce concept de camp, en tout cas là appliqué à Twilight, on reste dans un système où il faut justifier nos goûts cinéphiles en rendant cool le mauvais goût. Et donc, quelque part, on reste dans une épistémologie de la cinéphilie traditionnelle. Donc, j'ai l'impression que dire que Twilight serait camp, ça lisse quand même certaines spécificités où j'estime que j'ai le droit d'aimer le film pour ce qu'il a de spécifique, d'exubérant, de décalé et de cringe, sans pour autant le qualifier de camp. Oui, pas forcément en faire un porte-parole de mauvais goût, en fait, c'est ça. Oui, voilà, parce que je pense que, honnêtement, quand j'étais jeune, et même aujourd'hui, ça reste une Madeleine de Proust, mais j'aime vraiment le film, et j'ai l'impression que parfois, on utilise beaucoup le mot camp, et que c'est un peu une manière aussi de se cacher derrière cette expression, derrière ce courant qui est quand même tendance, pour justifier nos goûts. Alors, moi, Victoria, j'entends tout à fait ce que tu dis, et je pense qu'il y a de camp, c'est plus la façon dont tout le monde s'est réapproprié le film, parce que là on parle surtout du film quand même, on parle pas forcément du roman. C'est la façon dont sur n'importe quel réseau social aujourd'hui, toutes les minutes tu peux tomber sur une parodie, une réappropriation de Twilight, et j'ai l'impression que c'est plus ça, que c'est plus nous qui avons rendu l'œuvre camp que l'œuvre l'était en elle-même. Et ce qui n'empêche pas, moi je suis d'accord avec toi, d'apprécier le film totalement premier degré, même si en effet la notion de camp est notamment avec cette rétro au Met, et une notion qui est dans l'air du temps, parce qu'on veut mettre en valeur des cultures queer, mais des fois juste en les pinkwashant, quoi. Et puis un autre élément aussi sur lequel je trouve que le film a ce côté camp, un peu par nostalgie et par tendresse, c'est aussi parce qu'il est extrêmement caricatural de l'esthétique des années 2000. C'est quand même un film qui date de 2009. Je voudrais par ailleurs du coup rendre hommage à la costumière du film Wendy Chuck, parce que je trouve que dans ce film-là, et c'est vraiment un travail qui est complètement annihilé dans la suite de la franchise, il y a quand même un boulot sur les costumes et notamment sur les vêtements de Bella qui eux aussi sont devenus iconiques. Il n'y a pas plus années 2000 que quand on regarde les vêtements que porte Bella dans le film. C'est vraiment les corsages, les corsages au sens du t-shirt, enfin je veux dire les t-shirts longs, les petits gilets, la superposition de vêtements, les t-shirts par-dessus les pulls, enfin ce serait un petit peu les leggings sous les robes pour Alice par exemple, aussi. Tout est extrêmement représentatif, et puis pareil sur c'est les duffel coats d'Edouard, enfin ses coupes de cheveux, enfin je trouve que tout est vraiment hyper ancré dans son temps, et qui du coup il y a ce truc qui est resté extrêmement figé du coup, parce que la mode, toute l'esthétique des années 2000 est une esthétique qui a vieilli extrêmement vite et qui du coup s'est figée très très vite aussi. Et il y a aussi cet effet du coup très nostalgique, la mode des années 2000 elle peut être parodiée très très facilement, et qui va aussi avec cette esthétique du film qui a été très critiqué, le filtre bleu quasi omniprésent, qui était quand même aussi la marque de fabrique d'Hardwick, vu que dans 14 on avait déjà ce filtre bleu qui je trouve apporte quand même un cachet et un spleen en fait au film. Oui, et puis le côté très brumeux, très vaporeux, la musique, il faut qu'on parle de la BO, Linkin Park, Paramore, Muse, enfin il y a vraiment l'essence je trouve de son époque dans ce film, en bien comme en kitsch, enfin tout y est quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'esthétique emo des années 2000, même pas 2000, c'est 2008 à 2009 quoi, c'est vraiment très court, tu as raison là-dessus. C'est vraiment la fin des années 2000. Ouais. Mais c'est l'un des rares films je trouve qui a cette esthétique là justement et qui a perduré en tout cas dans le temps, parce qu'il y a beaucoup de films des années 2000 qui sont marqués plutôt début années 2000, je pense à Mean Girls par exemple, à ces
ce type de films-là, les films Disney, type High School Musical, qui offrent une autre représentation des années 2000 qu'on voit peut-être plus régulièrement. Celle de Twilight, qui est vraiment ce côté émo, spleen, je souffre donc je suis. Je trouve qu'il est beaucoup moins présent finalement dans la pop culture quand on regarde dans le rétroviseur. Au final, Alicia, je trouve qu'il amorce très bien ce que sont les années 2010 où tout est très gris, ombrageux de ce cinéma-là. C'est la fin de... En fait, on est en 2008, c'est au moment de la crise financière, je vais faire un peu d'histoire, et je pense que c'est le moment de la fin de l'illusion, en fait, aussi, Twilight. Oui, tous les films post-11 septembre et tout. Enfin, il y a tout un truc aussi dans l'industrie du cinéma américain à ce moment-là, et cette esthétique et cette image qui va être quand même très terne dans les années 2010 et très ombrageuse. Enfin, je trouve que ce film-là amorce très bien, ce que fait pas du tout, peut-être à part le 3, mais les autres films. Après, j'ai l'impression que les années 2000 sont très, entre guillemets, campable. Donc, c'est pas forcément pour ça que Twilight est camp. Je trouve qu'en tout cas, ça en fait partie. Cette esthétique, et je parle d'esthétique au sens global, costume, musique, décor, filtre, ça fait ce cachet qui donne ce côté très camp au sens, encore une fois, d'un peu outrancier. Il y a quelque chose de too much dans Twilight. Tout est trop, les effets, le moment où ils sont dans la forêt et qu'il lui dit je sais ce que tu es, dis-le, tu es un vampire. Il y a des effets de caméra. Mais ça, je trouve ça hyper fort de la part d'Harvick de faire justement des partis pris de mise en scène sur quelque chose quand même assez lisse à la base comme matériel. Bien sûr, et je trouve que c'est ça, peut-être pour moi, la plus grande qualité de ce film. Et c'est pour ça que je dis que c'est un chef-d'œuvre, je dis vraiment premier degré, parce que je trouve qu'elle a vraiment compris ce que c'était aussi qu'un teen movie. Elle se met vraiment à la place de Bella. C'est pas un adulte qui va filmer des adolescents. On dirait qu'elle se met à sa place, qu'elle essaie d'embrasser vraiment toutes ses émotions dans ce que ça a de plus bizarre, de plus aléatoire, de plus exubérant. Enfin, et je trouve que sa mise en scène qui est un peu caméra à l'épaule, il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dedans que je trouve très beau. Et j'avais oublié aussi à quel point ce film est un teen movie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail sur l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'on a Bella et Edward qui sont un peu au-dessus de tout, parce que voilà, dans leur tête, ils sont au-dessus des adolescents de leur âge, ils sont au-dessus vraiment du monde. Et Hardwick le filme hyper bien parce que derrière eux, il y a toujours des adolescents qui font des bêtises, qui sont vraiment des ados de 17 ans, des lycéens, qui font des conneries, j'allais dire, il y en a un, il monte ses fesses, je Mike, crois. qui colle ses fesses sur la zip pendant que Bella mange au il y en a restaurant un qui pourchasse une fille avec un verre de terre. Enfin, je sais pas, il y a un truc que je trouve hyper drôle, hyper représentatif aussi de la vraie vie, avec ce côté bien sûr un peu cinématographique et camp. Et je trouve que là-dessus, le film se détache et est vraiment un chef-d'œuvre. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Alicia. Je trouve que la mise en scène est géniale parce que n'oublions pas, on parle de vampire, cette figure mystique qui évoque tellement de choses possibles. Et en fait, je trouve ça très audacieux et pertinent d'avoir créé un monde hyper fort, hyper intense dans les couleurs, dans le choix de la direction des actrices, etc. pour justement évoquer tout ce qui est sexualité, désir. En fait, on est plongé dans ce monde de vampires qui interagissent avec le monde réel, mais c'est comme si on ouvrait en fait des fenêtres de potentialité dans chaque scène. Et je trouve la mise en scène géniale comme toi, Alicia. I know what you are. Say it. Out loud. Say it. Vampire. Tu parlais de sexualité, Victoria. Effectivement, c'est un thème qu'il faut qu'on aborde quand on parle de la postérité de Twilight aujourd'hui. On va se concentrer sur la figure de Bella, qui est au centre du récit, qui est, je l'ai dit, cette adolescente entre gros guillemets lambda, qui du coup est un personnage qui, tu l'as dit Alicia, va permettre l'identification totale du lectorat féminin ou pas d'ailleurs. Elle a ce côté qu'on retrouve en fait dans beaucoup de récits de romance où elle est en même temps, je dis ça entre guillemets, mais terriblement banale, mais elle va devenir l'objet de convoitise d'un être extraordinaire, ici un vampire. Mais ce qui est assez particulier dans Twilight, et c'est là-dessus que je voudrais qu'on revienne, c'est qu'il y a une vraie réciprocité dans ce désir. Dans ce film, Bella est désirée par Edward autant qu'elle le désire elle. C'est là-dessus que je voudrais qu'on revienne, c'est que Twilight a toujours été
commenté comme étant un récit extrêmement prude. Et évidemment, le fait que Stéphanie Meyer soit une autrice mormone, ça fait partie des pistes d'analyse qu'on a énormément fait sur le fait que la sexualité dans ce film et dans toute la saga est toujours repoussée. Il faut attendre le mariage, il faut attendre le moment où Bella devient un vampire pour que cette union puisse être consommée au niveau sexuel. Mais justement, je trouve que sous couvert de cet écrin très prude et qui d'ailleurs est pas tant présent dans ce premier film mais plutôt dans les suivants, donc on en parlera dans les prochains épisodes. Je trouve qu'il y a une représentation du désir féminin qui est assez intéressante justement. Qu'est-ce que vous en pensez, Alicia ? Je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que c'est un film qui transpire littéralement le désir à chaque plan, où Bella regarde ou pense à Edward. Vraiment, c'est physique. Je trouve qu'on ressent vraiment la physicalité de son désir à l'image. Là aussi, je trouve que Hardwick et Kristen Stewart, parce que c'est quand même elle qui joue, ont fait un travail remarquable sur ce sujet, qui est quand même un sujet qu'on voit peu aujourd'hui. C'est vrai on parle beaucoup de désir féminin au cinéma, mais quand on est en 2008, quand sort Twilight, c'est pas un sujet en fait pour moi, et encore moins dans un film d'adolescent, dans un teen movie, en tout cas où on est dans le regard et dans la peau d'un personnage qui désire ardemment. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien fait. Alors, il y a des gros sabots dans le film, évidemment. Je pense notamment, on y revient encore à la scène au cours de chimie. Alors, pas la première où Edward est là, genre, ça peut. Mais plutôt quand il revient et qu'il est prêt à assumer, on va dire, son désir pour Bella, où ils sont tous les deux avec un microscope. Alors, il pleut à torrent à l'extérieur. Je vous laisse trouver la métaphore, hein, voilà, c'est assez évident. Après, on est à Forks, il pleut, ça fait partie. Non, mais en vrai, c'est marrant parce que tout le monde s'interroge, genre, oh là là, il pleut vraiment beaucoup aujourd'hui. Non, mais vraiment, c'est hyper appuyé, c'est hyper rigolo. Et puis, il touche le microscope de manière hyper sensuelle. Enfin, Bella, elle allume vraiment Edward avec le microscope. C'est vraiment. J'ai adoré cette scène. Mais c'est incroyable. Et en fait, elle est hyper entreprenante parce qu'on dit souvent que Edward, on va y revenir, c'est un mâle dominant, c'est un être toxique, etc. Il y a des red flags, oui. Mais elle prend vraiment les choses en main. C'est elle qui le drague en premier, c'est elle qui l'invite au bal, c'est elle qui veut l'embrasser dans les scènes, on va dire, de bisous. Il n'y en a qu'une seule grosse, mais voilà, c'est quand même elle qui prend le truc en main, quoi. Et ça, je pense qu'à l'époque, on s'en rendait pas forcément compte, quoi. Pour le coup, je trouve ça cool. Ça veut dire que moi, en tant qu'adolescent, je voyais ça de manière assez naturelle, et peut-être que ça m'a aussi aidé dans ma construction de femme de manière positive. Parce que tout n'est pas possible dans Twilight, mais ça l'est. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est intéressant ce que tu dis, et je trouve que sur ce rapport de domination, je viens de faire un pont par rapport au jeu de Bella. C'est qu'en fait, donc Bella, elle a un jeu très animal, et d'ailleurs, elle dit, on verra plus tard, mais dans un des films, j'étais née pour être vampire. Donc c'est comme si elle avait déjà ce truc-là en elle. Et je trouve qu'en fait, ça change complètement le rapport de domination, où c'est pas un mode, elle tombe amoureuse du vampire, et c'est parce qu'elle tombe amoureuse qu'elle se laisse transformer, qu'elle se laisse dominer. C'était cette chose-là qui était déjà là en elle, avant même qu'elle le rencontre. Et je trouve que c'est un élément intéressant du film. Et du coup, elle choisit de devenir qui elle voulait être depuis le début. Ouais, voilà. C'est pas mal ça. Hein. Et puis effectivement, cette lecture du fait qu'elle veuille elle le supplie quand même. Vraiment toute la saga, c'est littéralement juste Bella qui supplie Edward de la transformer pour devenir un vampire comme lui. On peut évidemment y voir une lecture d'une forme de tout un tas de schémas de domination, ça a déjà été beaucoup fait. Mais il y a quelque chose aussi, je voudrais citer, et ça sera d'ailleurs pas le seul moment dans cet épisode, tout le travail qui a été fait par la vidéaste Contrapoint, Nathalie Wynne, qui a fait un travail qui est génial. Qu'on adore, qui a fait un milliard de recherches hyper pertinentes et qui a notamment fait une vidéo de 3 heures d'analyse sur Twilight, qui sera peut-être la durée finale de ce podcast aussi, et qui parle notamment de ce rapport-là en disant qu'en fait, oui, il y a un rapport de prédation et de proie, mais ce que Bella désire par-dessus tout, c'est de parvenir à une égalité, de monter en fait à son niveau pour qu'il puisse parvenir à un niveau d'égalité. C'est la seule chose qu'elle demande de toute la saga. Et c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui rejoint aussi toute son exploration du désir féminin. Moi, c'est vraiment ce qui me frappe en relisant aussi le livre et en revoyant le film, c'est que Bella, c'est un personnage qui est pétri de désir. Dans le bouquin, elle ne fait que répéter à quel point son mec est beau et à quel point elle a envie de le choper. C'est d'ailleurs très drôle parce que c'est quelque chose qui a été assez adouci dans le film parce que elle a quelque chose de beaucoup plus animal en fait dans le bouquin, et c'est d'ailleurs quelque chose pour lequel Edward lui reproche assez souvent parce que du coup il a du mal à se contrôler parce qu'elle passe son temps à essayer de lui sauter dessus. À chaque fois qu'ils s'embrassent, littéralement elle devient incontrôlable et elle peut pas s'empêcher. Mais par rapport à ce que tu dis, vraiment pour rebondir tout de suite là-dessus, justement je trouve qu'il y a aussi un côté presque qu'on condamne ça en fait, presque elle en fait trop. Non, enfin je sais pas si toi tu... Moi je l'ai pas... Moi je le relis pas comme ça,
mais j'avais le sentiment en relisant, à l'époque, je pense m'être posé cette question-là quand je le disais au début que je trouvais que Stéphanie Meyer était réac, parce qu'en fait elle condamne finalement, elle est hyper désirante, elle peut pas attendre de se marier, elle peut pas attendre de devenir vampire, elle veut tout de suite, et je trouve qu'il y avait quelque chose d'un petit peu ambigu et pas forcément positif. Nous on le prend de manière positive, mais je sais pas si c'était le cas de l'autrice, je sais pas. De manière générale, j'ai vraiment pas beaucoup l'impression que Stéphanie Meyer condamne beaucoup son personnage, vu que c'est quand même littéralement, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup dit en interview, et là c'est littéralement juste une incarnation de l'autrice, donc je la vois mal honnêtement la condamner sur ce truc-là, voilà. Et dans la lignée de ça, il y avait justement, je trouve que le film adoucit beaucoup justement cette ferveur qu'elle a, ce fait qu'elle soit vraiment dévorée par ce désir, et notamment parce qu'il y a des, vous le savez peut-être, il y a des scènes coupées du premier Twilight, et qui sont justement des scènes à la sexualité beaucoup plus franche, et notamment du côté de Bella. Et je pense à 2 scènes en particulier qui sont quand même extrêmement parlantes. La première, c'est une scène où ils sont dans cette fameuse clairière qui revient beaucoup dans le film, où ils sont quand même littéralement en train de se lécher les doigts, et vraiment dans un acte extrêmement sexuel, c'est-à-dire que je crois que c'est d'abord Edward qui bouffe entre guillemets le doigt de Bella, et ensuite elle. Non, mais c'est elle qui lui donne en fait. Ah oui, elle lui donne son en gros, doigt, c'est ça, genre en fait il tombe par terre et elle est là genre tu veux goûter, et elle lui met littéralement le doigt dans la bouche pour qu'il voilà. Extrêmement sexuel. Et c'est elle qui en a l'initiative encore une fois. Oui, totalement. Et deuxième scène, où encore une fois on est totalement à l'initiative de Bella, c'est une scène de rêve où Bella ne sait pas encore, mais elle a des intuitions sur le fait que Edward la regarde dormir la nuit à son insu, et elle a un rêve où oui, alors ça encore niveau red flag, on va en parler. C'était le pic du romantisme quand on avait 13 ans, c'est creepy de fou. Mais du coup, elle a l'impression d'avoir les hallucinations où il est là, et donc elle fait un rêve une nuit où il est là, il la regarde et elle se jette sur lui et l'embrasse et l'amène sur son lit. Et je trouve ça très dommage que ces scènes-là soient coupées, parce que c'est tellement parlant sur le fait qu'elle allait beaucoup plus en action sur son désir, et elle a vraiment ce truc. Le film aurait été du coup beaucoup plus explicite sur le fait que vraiment elle le désire extrêmement fort, quoi. Mais que demande le peuple, un director's cut 17 ans après en fait? Genre, je veux la timeline de montage avec ces scènes-là, moi. D'autant que Catherine Hardwicke le mérite totalement, puisque quelque chose que j'ai pas encore eu l'occasion de citer avant, mais elle a aussi parlé, petit aparté, mais parce que cette mention est quand même assez nécessaire, de l'accueil qu'elle a reçu au moment où Twilight a été un carton de box-office. Et elle raconte avec énormément d'amertume, à raison, le fait que les producteurs habituellement font des gros cadeaux en fait aux réalisateurs dont les films cartonnent, sont vraiment des énormes cartons de box-office. C'est ce qui a été le cas de Twilight. Et elle dit en fait, je suis arrivée au bureau et on m'a offert une boîte avec un cupcake dedans. Et elle disait généralement les réalisateurs, on leur offre un contrat de 3 films, ce qu'ils auraient pu faire avec la suite de Twilight. On lui a refusé, on n'a pas voulu lui proposer la réalisation. Alors si, je crois qu'on lui a proposé, mais dans des conditions vraiment qui n'étaient pas acceptables pour elle, c'est-à-dire qu'il fallait faire le film en 8 ou 9 mois, et en fait pour elle c'était impossible en fait de faire quelque chose de bâclé, et donc elle a préféré partir que de signer un contrat où elle ne serait plus qu'un pantin au final du studio. Très bien, donc mea culpa, ce n'est pas une bonne information. Et on est quand même pas très loin. Et oui, de toute façon c'est extrêmement représentatif de ce manque de considération. Donc elle mériterait totalement un director's cut avec toutes ces scènes coupées, et notamment les scènes où Edward et Bella se bouffent les doigts. Mais c'est marrant parce qu'on parle de Bella, mais il y a 2 scènes coupées aussi qui mettent en scène 2 autres personnages, que sont Esme et Victoria, où elles sont aussi désirantes et elles se jettent sur leur mec. Alors Esme c'est un peu prude quand même, parce que Esme et Carlyle, donc, qui sont les parents d'Edward, c'est quand même les parents, mais elle le plaque quand même un peu contre un mur en mode genre hey et tout ça. Quand on était jeune, c'est un peu chelou, mais ça existe. Et Victoria par contre, elle est Victoria de Twilight, pas Victoria de Sorociné. Victoria, donc la méchante vampire de Twilight, dont le mec est encore plus méchant. Ils sont en train de chasser en fait Edward et Bella pour aller les manger, et il y a un moment donné en fait ils sont dans la forêt, dans la scène coupée, et Victoria se jette sur James en lui hurlant des grosses pelles en mode je suis trop excitée, on va chasser. Voilà. Et il y a Laurent qui est à côté qui la regarde en mode genre ok. Et c'est assez long. Donc en fait tout ça pour dire que c'est vrai que Catherine Hardwicke avait vraiment, c'est une vraie volonté de mise en scène de mettre en lumière des corps de femmes désirantes. Après, pour finir sur le désir, moi j'avoue que je suis pas non plus convaincue à 100%. Je trouve que le désir il est très romantique plus que sexuel. Je trouve que dans le 1 il y a beaucoup ce truc de on essaye déjà de s'approcher
accroché. Je sais pas, je trouve que la figure du vampire, encore une fois, est tellement passionnante qu'il y aurait pu avoir d'autres choses. Moi, je suis pas non plus emballée à 100%. Et par exemple, je fais juste un parallèle avec un film contemporain qui était Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, où là, on voit que la figure du vampire, je trouve, elle est vraiment utilisée de manière super intéressante, féministe, sur le consentement, enfin en tout cas à tout ce qui touche au désir. Je rebondis effectivement sur ce que tu dis sur la figure du vampire, et d'ailleurs c'est aussi quelque chose que je m'étais dit en revoyant Twilight là, c'est que je comprends aussi une certaine partie des critiques dans le sens où la figure du vampire a toujours été associée à une forme de sexualité, c'est le cas de Twilight, mais aussi à une sexualité très subversive, à quelque chose de très... Enfin, de toute façon, la figure du vampire est aussi une figure très queer dans le cinéma d'horreur. Enfin, voilà, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits avec l'homosexualité, avec des formes... Enfin, voilà, tout ce qui est autour de la transgression sexuelle. Et c'est vrai que là, je peux comprendre aussi une certaine forme de frustration dans le sens où voir cette figure-là associée à quelque chose d'aussi... Enfin, on l'a dit, d'aussi tristement hétérosexuel d'une certaine manière, même si ça en arrive à un point où ça peut être parodié, etc. Mais je comprends en tout cas le fait que reprendre une figure aussi transgressive pour en faire quelque chose qui paraisse aussi investi, en tout cas pour raconter quelque chose de très prude, en tout cas en apparence je trouve, mais d'aussi prude, etc. Je peux comprendre en tout cas une certaine forme de frustration. Elisa, je te laisse la parole. Mais après, pour nuancer un petit peu là-dessus, les Cullen, c'est quand même le principe de la famille choisie. Ils créent un clan avec des gens qui ne sont pas du même sang. Évidemment, ils sont tous en couple plus ou moins les uns avec les autres, mais il y a quand même une idée de ils trouvent refuge. C'est quand même un des thèmes. Oui, si on peut rentrer. Enfin, je force un peu le chausse-pied là. Donc, mais je suis pas sûre que Stéphanie Meyer, mais oui. Non, je suis pas sûre que Stéphanie Meyer, elle est très famille choisie, très queer friendly. On est d'accord. Ça, c'est encore une interprétation du public, mais il y a quand même ça. Et aussi la figure du vampire que propose Twilight. En fait, je trouve qu'on est très sur nos générations. J'ai l'impression la figure du vampire, même si c'est quelque chose d'assez qui remonte au mythe, on a la vision de la littérature d'Anne Rice. Et moi, j'aime beaucoup Entretien avec un vampire, j'aime beaucoup Anne Rice et ce qu'elle a fait du vampire. Je conseille d'ailleurs la super série Entretien avec un vampire qui est géniale. Et le super film avec Tom Cruise. Ok, Alicia. Mais je pensais aussi, il y a eu énormément de vampires lesbiens, par exemple. Enfin, il y a eu toute une histoire de vampires lesbiennes aussi. Mais je trouve qu'il y a quand même un avant et un après Rice. Moi, je trouve en littérature et en représentation au cinéma, et ça s'est vu au moment où Twilight était sorti, où on avait quand même deux autres séries qui étaient Vampire Diaries, qui est plus teen, et on avait True Blood, qui était elle plus adulte parce que c'était HBO et qui travaillait une autre forme sur la figure du vampire. Dans True Blood, beaucoup plus sur la sexualité que dans Vampire Diaries. Mais je trouve ça intéressant, moi, qu'à ce moment-là, à la fin des années 2000, à partir, moi, je trouve, de la littérature de Rice et des adaptations de son travail déjà, on crée comme ça d'autres possibilités, on tisse comme ça une petite tapisserie dans ce que c'est le vampire en 2010. Et ce qui, aujourd'hui, tu parlais de Vampire humaniste, Victoria, qui est un film qui n'a pas de filiation avec ça, et des films qui sont sortis il y a ou des séries qui sont sorties il y a plus de 15 ans. Même si j'entends tout à fait que oui, Twilight, c'est pas le truc le plus subversif du monde dans les représentations. Oui, parce qu'on pourrait presque le rapprocher aussi d'une littérature encore plus ancienne, qui est celle de l'amour courtois, du Moyen-Âge, de ces romans aussi de passion et de mort, type Tristan et Iseult, etc. Et c'est vrai que Twilight fait un peu la jonction entre les deux, et c'est ce qui en fait aussi un objet un petit peu étrange et un petit peu presque hors du temps. Je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Mariana. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais aussi pour répondre à ce que disait Victoria sur l'amour romantique. Et là encore, je vais vous renvoyer à la vidéo de Contrapoint sur Twilight, parce que je voudrais pas du tout paraphraser ce qu'elle développe sur 3 heures d'argumentaire, mais parce que en fait, elle a toute une réflexion qui est extrêmement intéressante, notamment sur le fait que Twilight est aussi assez fascinant parce que elle explore justement la tension qu'il y a dans la notion même de désir qui naît de l'absence, et que justement tout le premier Twilight, et même toute la saga, mais surtout beaucoup le premier, est centré justement sur ça, sur cette impossibilité, sur on se cherche mais on ne peut pas rentrer en contact, j'ai envie de te dévorer donc je peux pas te sauter dessus même si j'en ai très envie. Et justement cette tension là et cette zone créée par l'absence et par l'impossibilité qui est à l'origine même en fait de ce que c'est le désir, cette impossibilité d'être satisfait, et que justement à partir du moment où le désir est satisfait, il n'existe plus et il se mue vers autre chose. Et c'est vrai que c'est ça aussi, je trouve, qui rend le premier film et le premier livre assez fascinant, c'est qu'il y a vraiment cette exploration en fait d'une zone
qui est entre la rencontre et entre la sexualité, tout cet entre-deux de on apprend, on essaye de s'apprivoiser, on apprend à se connaître et on trouve justement le moyen d'arriver à égalité pour que justement il y ait cette consommation sexuelle entre gros guillemets puisse avoir lieu, quoi. Mais en fait, je trouve que justement, cette question du manque dans globalement la saga Twilight, elle me pose question parce que je trouve qu'elle est extrêmement hétéronormée. De toute façon, je pense qu'on va finir par les critiques et les red flags du film. Mais ça me donne envie de rebondir du coup maintenant sur ce que tu dis, parce que en fait, je trouve que ce qui m'a dérangé dans le film, c'est vraiment l'hétéronormativité et surtout la binarité présente dans la construction de la romance générale du film. En fait, ils sont toujours deux, que ce soit du côté des Cullen avec Alice et Jasper, Rosalie et Emmett, Carlisle et Esme, ou du côté des amis de Bella du lycée, qui finissent par trouver leur moitié et ça juste en un film. Et même le père de Bella, par exemple, qui est le personnage seul, parce que je trouve que ça fait partie d'un de ses traits de caractère que d'être célibataire. Donc il est toujours ramené, négativement parlant, au couple en fait. Oui, que c'est un papa solo, quoi. Et c'est Voilà. pas forcément bien vu, quoi. Et même par exemple Jacob, lui aussi il est toujours ramené au chiffre 2 et on verra qu'il trouvera une personne. Oui, parce qu'il y a tout ce côté-là aussi chez les loups-garous où ils doivent trouver leur moitié. Voilà. Et même Victoria par exemple, après ça va. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est. Victoria, sa moitié est morte et du coup Voilà. il y a un truc, Il y a un manque à pallier, ouais. manque à combler, ouais. Et c'est comme si du coup la trame narrative de la saga, elle reposait entièrement sur le fait de devenir complet à deux. Et je trouve que du coup le désir, il est vachement restreint en fait dans la mise en scène de toute la saga. C'est très binaire, quoi. What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? You're not. Victoria, tu parlais de red flag et effectivement, il faut qu'on y vienne. Parce que ça fait partie évidemment du corpus Twilight. On ne peut pas parler de Twilight sans parler des red flags. Et à ce niveau-là, je vais commencer tout de suite en crevant l'abcès. Oui, Edward est toxique, manipulateur, dominant. Oui, il a 100 ans de plus que Bella. Oui, il s'infiltre chez elle la nuit pour la regarder dormir à son insu. Tout ça, ça a été des commentaires qui ont été faits à l'envie. Enfin, une fois qu'on a un peu démystifié toute l'adoration, je parle évidemment même de nous ayant adoré le film, tout l'amour qu'on avait pour ce premier film, on a très vite pris conscience, si ce n'était déjà le cas, de tous ces éléments-là qui sont évidemment des éléments problématiques. C'est des éléments de domination qui sont des énormes lieux communs de la romance. C'est pas du tout des thèmes propres à Twilight. Dieu sait qu'ils sont présents dans une énorme partie de la littérature romantique. Quelque chose aussi qui est intéressant à souligner et qui sera beaucoup plus visible sur les films suivants, c'est que Edward et toute la famille Cullen sont extrêmement aisés financièrement, ce qui n'est pas le cas de Jacob qui sera l'autre love interest sur les films suivants. Pour autant, on l'a dit, c'est des films qui ont cartonné, c'est des films que nous on adore. Qu'est-ce que ce fantasme-là, qui est un fantasme féminin, dit de ces lectrices ou de ces spectatrices pour vous ? Alicia, tu veux commencer ? Ouais. Oui, et en plus, moi, je trouve que ça incarne aussi une forme de fantasme féminin, de fantasme masculin de domination, qui est, comme tu le disais, propre à tout un pan de la littérature et de la pop culture. D'ailleurs, je vous renvoie au livre qu'avait écrit l'essayiste Chloé Thibault, qui s'appelle Désirer la violence, où elle revenait assez longuement, il me semble, justement, sur le cas de Twilight, mais sur plein d'autres séries des années 2000, parce que c'est vrai que les années 2000 ont été un sacré vivier quand même d'exemples de toxicité entre personnages féminins et masculins, ou même personnages féminins, masculins, des systèmes de domination au sein du travail par exemple. C'est pas forcément la meilleure période sur ce sujet-là, mais en même temps je trouve que ce premier film, moi il m'a moins choqué que le reste de la saga, parce que justement je trouve que c'est encore ce qu'amène Catherine Hardwicke avec sa sensibilité qui est peut-être justement plus féministe, en essayant de s'appuyer vraiment sur la question du désir de son personnage principal. Le côté stalker que tu évoquais par exemple, pour moi il est beaucoup plus appuyé dans le livre que dans le film, où c'est presque dit est-ce qu'il était vraiment là, oui, non, bon je crois qu'il le dit, oui, je viens te voir dormir, il le dit, j'adore te regarder dormir, c'est ça, mais je trouve que dans le bouquin c'était beaucoup plus présent dans mon souvenir. Non, mais justement dans le bouquin, pardon, je suis obligée de le dire, il a quand même des happenings où, où vraiment il y a des trucs où c'est quelque chose qui est un peu repris dans le film, mais où il a à plusieurs reprises il demande à Bella est-ce que t'as peur de moi, est-ce que t'as peur de moi, Bella dit non, je n'ai pas peur de toi, et là il fait et il fait et là t'as toujours peur. Non mais... Oui, mais là c'est normal en fait, mais c'est vrai que du coup il y a quelque chose là-dedans d'assez presque innocent dans ce premier film, et d'un inconscient adolescent à reproduire finalement des schémas en fait patriarcal. Si on considère qu'Edward il a 16 ans émotionnellement, en fait ils sont tous les deux un peu dans un éveil et ils reproduisent en fait des schémas. Tout à l'heure pour préparer le podcast je suis tombée sur une émission de Binge Audio où il y avait deux universitaires qui étaient interrogés justement
références sur Twilight, sur la littérature au moment de la sortie de Midnight Sun. Et il y en a une qui a dit quelque chose qui m'a interrogée, où elle racontait qu'en fait, quand Twilight sort, pourquoi ça a un tel succès ? Parce qu'en fait aussi, ça montre quelque chose du patriarcat. En fait, le système est violent dans Twilight, mais comme il l'est en fait dans la vie. Et en fait, l'universitaire racontait que les lectrices sont conscientes en fait déjà des violences qu'elles ont potentiellement déjà vécues, qu'elles en sont aussi abreuvées. Je le disais, les années 2000, c'était un vivier de mauvaises représentations. Et donc quand Twilight arrive, ça révolutionne rien là-dessus, même de négatif, parce qu'en fait, c'est déjà présent. Et en fait, la question que posait cet universitaire, c'était finalement, est-ce qu'on n'a pas un public qui cherche des réponses à ces questions, sur les questions de violence, sur les questions de violence patriarcale, à travers justement ce fantasme du personnage d'Edward Cullen, qui est un personnage extrêmement séduisant et extrêmement dangereux à la fois. Et Jacob, ça sera plus pour les autres films, c'est un contrepoids, on va dire, un peu plus safe qu'Edward. Je sais pas, tu voulais réagir là-dessus, jusqu'à un certain point. Non, jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il incarne quelque chose de différent, même qui reste dominant, attention, mais de différent. Donc je sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Toute la métaphore filée autour des violences conjugales aussi qu'il y a dans le 2, mais bon, encore une fois, on en parlera plus tard. Oui, c'est vrai, mais c'est un autre sujet. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ce que tu dis fait encore une fois, et c'est la dernière fois que je le cite, penser à la vidéo de Contrapoint sur Twilight, parce que c'est là aussi... non, mais en fait, c'est un vivier de ressources. Vraiment, on va la mettre dans la description, oui, on va mettre un lien. De l'épisode, mais parce qu'en fait, elle m'a aussi énormément aidé à préparer cet épisode. Donc, juste pour parler de Contrapoint, juste pour dire, regardez aussi ces vidéos parce que c'est génial la mise en scène qu'elle fait de ces vidéos. C'est hyper bien réalisé et c'est passionnant les analyses qu'elle fait. Oui, mais effectivement, cette idée du fantasme, évidemment, elle y consacre une énorme partie de sa réflexion, et justement un peu en miroir de ce que tu citais à Alicia sur cette idée que le fantasme, déjà, remettons l'église au milieu du village, les fantasmes restent des fantasmes, et elle a cette formulation que j'avais trouvée assez belle aussi, de dire... un fantasme devenu réalité, en fait, ça s'appelle un cauchemar. Et c'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant, justement, dans ce fait que on a énormément démonisé Twilight, et par la suite, rappelons que c'est quand même Twilight qui a donné naissance à 50 Shades of Grey. Il y a toutes J'attendais qu'on en parle quand même. Juste pour dire que 50 Shades of Grey, en fait, c'était juste un copier-coller de Twilight, mais en version BDSM et corporate. Mais ces fantasmes restent en fait des fantasmes, et démonisés. Évidemment, il y a énormément de choses critiquables dans Twilight et dans les relations des personnages, mais démoniser ces ouvrages en rappelant des choses évidentes du type Édouard est manipulateur, Édouard est dominant, je pense qu'en fait personne ne l'ignore vraiment, en tout cas il me semble, et justement reprendre en fait ce fantasme de la domination, c'est vraiment toute une thèse qu'elle développe dans sa vidéo, et qui rejoint ce que tu disais Alicia. Il y a aussi une manière justement de chercher des réponses face aux violences sexuelles, face au sexisme économique, institutionnel, et justement ce fantasme aussi de la prise en charge économique, ce fantasme de l'enlèvement, on va y revenir, mais du fait d'être un peu forcé au consentement sur certains aspects du film. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas tant à prendre en soi en tant que juste c'est une relation de domination et de manipulation, donc c'est forcément quelque chose qui n'est pas bien, et les femmes qui aiment Twilight l'ont pas compris. Il faut chercher un petit peu au-delà. Pourquoi est-ce que ça plaît ? Pourquoi est-ce que c'est des fantasmes qui parlent en fait dans le monde, parce que c'était quand même dans le monde entier, quoi. Mais c'est toujours aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tu parlais Mariana du fait que la romance, la new romance, la dark romance sont des genres ultra populaires, notamment chez un lectorat plutôt féminin, voire queer, qui sont écrits en plus par des femmes queer, par des personnes queer. Donc il y a des questions à se poser, au-delà de dire, comme ce que tu disais, de oh là là, c'est la faute de ceci, de créer des mauvaises représentations, des représentations toxiques. Il faut quand même aller plus loin elles là-dedans. Elles n'ont pas compris que c'était toxique. Exactement. Il y a quelque chose de très condescendant. Vous êtes bêtes les filles quand même, hein. Vous avez besoin qu'on vous mansplain encore une fois votre désir. Moi je suis pas d'accord avec vous, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de complaisance dans la mise en scène. En fait, ce qui me fait dire ça, c'est que par exemple, j'avais adoré le film Dracula de Coppola. Je trouve que c'est un film super sur l'emprise, et là, tu comprends la domination, c'est-à-dire que c'est très explicite. Et pour le coup, dans Twilight, il y a énormément de complaisance. Et par exemple, moi, je l'avais vu quand il est sorti, j'étais jeune, mais quand même, j'avais absolument pas conscience, jusqu'à après ma déconstruction féministe, etc., j'avais absolument pas conscience de la violence que ça représentait. Et en fait, je reviens encore sur cette figure du vampire de manière un peu obsessionnelle, mais il y avait tellement de possibilités pour justement parler de la domination quand même qui exerce Édouard sur Bella dans la
la dynamique de leur relation qui n'a pas été fait. Et il y a aussi énormément de complaisance et clairement de romantisation de la violence. Et je pense que, faut pas oublier qu'on était avant MeToo. Par contre, je dois dire que la domination prend un virage encore plus intense. Par exemple, dans le 3, où la Bella devient vraiment l'objet d'une conquête territoriale entre Edward et Jacob. Donc le 1 nous préserve encore un peu, j'ai envie de dire, mais on sent déjà un ancrage patriarcal hyper fort. Non, et puis même la toxicité au-delà du triangle amoureux, je trouve, moi, elle m'avait beaucoup marqué à l'époque dans le livre avant même le film, c'est toute cette impulsion qu'il a à vouloir la dominer aussi par le mariage que je trouve extrêmement violente. Il lui fait quand même des dilemmes, en gros il faut que tu m'épouses sinon je te transforme pas en vampire, c'est un peu le dilemme de base de toute la suite de la saga qui est pas encore dans le premier. C'est pour ça que je trouve que le premier finalement est moins violent parce qu'on a encore ce côté innocent, adolescent où on n'est pas construit, on n'est pas conscient, on répète des mauvais schémas et je trouve que justement le film est sur une forme d'ambiguïté plutôt intéressante parce que les ados du monde entier se posent ces questions-là et sont confrontés à cette violence-là aussi. Donc comment on s'y réfère, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et derrière, c'est là que ça s'effondre et que justement, je pense qu'on a aussi une relecture aujourd'hui de Twilight, connaissant la suite de l'histoire. Je pense qu'on voit beaucoup plus la violence du premier que si on le découvrait vraiment de manière totalement innocente, ce premier film, sans la suite. Parce que la suite, c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué. Et dès le deuxième film, pour moi, où vraiment, on en reparlera plus tard, mais où il la largue de manière complètement horrible, de manière totalement égoïste juste parce que lui il a peur et il a aucune empathie pour elle. Je trouve que voilà, derrière c'est plus compliqué. Donc ce premier film, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de tendresse pour lui, pour son ambiguïté en fait. Et puis même quand on pense à la scène d'agression avec plusieurs hommes sur Bella, c'est tellement le cliché de la scène de viol, bien sûr sauvé par Edward qui en réalité est super violent dans sa relation. Là il y a un gros problème. Il est le plus violent dans le film, je pense, celle-ci finalement avec elle aussi parce que il y a quelque chose en mode je retiens moi sinon je vais les tuer. Il l'a stalké et puis en plus il se comporte très mal avec elle après. Cela dit, après il a même mangé des raviolis aux champignons, donc pour moi c'est pardonné. Mais non, mais vraiment cette petite scène dans la voiture, c'est vrai qu'il y a un moment où on voit c'est là où on voit le plus le monstre finalement. Ouais. On est genre abus conjugal, les victimes qui parlent. Le truc de la voiture, c'est une histoire que souvent des victimes de violences conjugales, elles en parlent beaucoup de cette anecdote-là, que faire peur au volant, c'est quand même... Oui, parce qu'il conduit très très... En fait, il la sauve, il est tellement enragé. Cela dit, au passage, énorme session de mansplaining en mode, tu peux pas t'imaginer ce que ces mecs allaient te faire. Oui, je pense que si, vraiment. Oui, je suis on est tout au courant, je sais ce que c'est le harcèlement de rue et les tentatives de viol, donc oui. Et il est tellement enragé que du coup, il conduit extrêmement vite, ce qui la terrifie et elle le supplie d'arrêter. Il faut qu'elle le distrait en lui racontant des choses pour qu'il se calme elle, quand même. Elle n'est pas du tout énervée d'avoir quasiment subi une agression. La capacité émotionnelle d'un nouveau-né, là, c'est pas possible. De toute façon, ça aussi, c'est un énorme lieu commun. La demoiselle en détresse qui est sauvée, effectivement, c'est peut-être là-dessus, sur cette scène-là, en tout cas, que c'est le plus dur à sauver, quoi, ce film. Parce que c'est vrai que là, pour le coup, on est vraiment en plein dedans. Elle qui est incapable de se défendre parce que seule explication, c'est qu'en fait, elle est tellement maladroite que si elle marche, elle tombe. C'est littéralement l'explication donnée et que du coup... C'est littéralement un trait caractéristique de Bella quand même. Et il faut qu'il y ait Edward qui débarque dans sa Volvo parce qu'il est le seul capable de la sauver. Donc ça, oui, mais de toute façon, Stéphanie Meyer, on n'a jamais dit qu'elle était féministe devant l'éternel pour reprendre l'expression de Margot, mais... On a hâte de parler du 4. It's you. Your scent. It's like a drug to me. You're like my own personal brand of heroin. Après toutes ces belles paroles, je vous l'avais promis en cours d'épisode, c'est complètement improvisé. Le petit jeu des questions sexy pas sexy. J'adore. Edward qui sauve Bella d'une tentative de viol en Volvo, sexy ou pas sexy? Pas sexy. Cringe. Border. Voilà. Ouais. Ce serait sexy s'il ne l'espionnait pas, si... Non, il y a trop de red flags. Non, c'est un non. Edward qui dit à Bella, je ressens le besoin de te protéger, sexy ou pas sexy? Pas sexy. Pas sexy. Pas sexy. Je suis vraiment en train de reprendre tous les trucs les plus cringe de la saga. Le jeu d'acteur de Robert Pattinson, sexy ou pas sexy? Alors, sexy avec les lunettes de soleil. Non, voilà, moi oui. ça reste mon doudou, je suis désolée, enfin pareil comme toi Alicia, encore aujourd'hui je suis toujours hyper émue de le voir dans n'importe quel film, même sur les rôles les plus what the fuck, mais parce que Robert Pattinson tout simplement. Exactement. Kristen Stewart, sexy, pas sexy? Sexy. A-t-on besoin de répondre? La seule question est... Kristen Stewart, queen ou pas queen, tout simplement? Est-ce qu'on a besoin vraiment de donner une réponse à cette question? On le sait. Sexy, of course.
sur ces belles paroles, c'est donc la fin d'un épisode qu'on avait beaucoup attendu, donc on est trop contente de pouvoir l'avoir enfin fait pour vous parler de notre film doudou d'adolescence. Merci les filles, merci Alicia, Lisa, Victoria pour cet échange passionnant. Merci. Avec grand plaisir. Et avec cet épisode, on espère aussi, vous l'aurez peut-être compris, ouvrir une petite série de podcasts sur les films Twilight à suivre au cours des prochains mois. On vous tiendra au courant. Si cet épisode vous a plu, si vous avez rigolé avec nous, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un petit commentaire. Comme toujours, on adore lire vos retours. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous les fêtez. Et de notre côté, on vous retrouve très bientôt pour notre épisode de début d'année dédié à la filmographie de Chloé Zhao à l'occasion de la sortie de son nouveau film Hamnet. On change un petit peu de registre. À bientôt!